You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be bunnies. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma partenaire de brunch et de ragot préférée, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Est-ce que vous êtes plutôt une Carrie, une Miranda, une Charlotte ou une Samantha ? Si vous étiez en vie dans les années 2000, vous avez forcément dû vous poser la question. Marie, t'es quoi toi ? Moi je pense que je suis plus une Carrie. Ok. Vous l'aurez compris, cette semaine, on va parler de Sex and the City, la série de Darren Star, sortie en 1998, qui a bouleversé le monde de la télé ainsi que la représentation de la sexualité féminine. Pourquoi la série a-t-elle été si importante ? Quel est son héritage aujourd'hui ? Et qui est le pire mec de Sex and the City ? On en débat cette semaine. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Alors figure-toi que dans la flopée de séries qui est en train de nous tomber dessus, j'avais loupé la sortie de Pachinko, qui va sortir sur Apple TV+, et qui est l'adaptation d'un de mes livres préférés de ces dernières années, qui s'appelle aussi Pachinko, de Min Jin Lee, qui est une autrice coréenne-américaine. Et Pachinko, en fait, l'action se situe dans une famille coréenne. C'est une saga familiale à travers plusieurs générations, et c'est une famille coréenne qui part de la Corée et émigre au Japon, dans des circonstances assez tragiques. Et en fait, ça suit la famille sur plusieurs générations. Et il faut savoir que la communauté coréenne au Japon a été très discriminée. Et donc, on voit un peu comment la famille essaie de se faire sa place, comment elle subit des discriminations et aussi leur vie à travers les générations. C'est très, très, très beau. Je recommande vraiment le livre qui est magnifiquement bien écrit et qui, en plus, est très addictif, ce qui est une combinaison parfois assez rare à trouver. La série sort aujourd'hui sur Apple TV+. Donc, j'ai hâte de la regarder. J'ai pas encore eu l'occasion, mais je la recommande à tout le monde si elle est aussi bonne que le livre. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est une série qui est disponible sur Apple TV+, qui s'appelle Severance, dans laquelle joue Adam Scott, qu'on aime beaucoup, de Parks and Rec et Big Little Lies et plein d'autres séries, Party Down aussi. C'est une série qui a été créée par Dan Erickson et qui est réalisée par Ben Stiller. Et c'est une sorte de série de science-fiction un peu anxiogène dans laquelle certains employés d'une entreprise se sont soumis volontairement à une procédure qui sépare la personne qu'ils sont au travail et la personne qu'ils sont en dehors du travail. Donc en fait, ils arrivent au travail tous les matins, ils passent dans un ascenseur et cet ascenseur gomme tout ce qui appartient à leur vie du dehors. Et donc, ils ne vivent dans cette entreprise qu'en tant qu'employés. Et ils ne savent pas ce qui se passe dehors et les gens dehors ne savent pas ce qui se passe dans la vie de l'entreprise. Et on ne comprend pas trop pourquoi au début, on arrive dans l'entreprise avec une nouvelle employée qui très vite va se rebeller. On lui dit qu'elle a la possibilité de faire une demande de démission à sa outie, donc à la personne qui existe dehors. Et en fait, cette demande est rejetée. Et donc, on comprend très rapidement qu'il se passe quelque chose d'assez trouble avec cette entreprise et que ce concept, a priori révolutionnaire, de séparer la vie professionnelle et la vie intime peut s'avérer très inquiétant et très dangereux. J'ai pas encore vu toute la série, donc là, je suis en plein dedans et je suis assez accrochée. Mais j'adore l'ambiance, j'adore les performances et j'aime beaucoup ce concept de mystère un peu dystopique. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Cette semaine, on va parler d'un sujet un petit peu plus fun. C'est Sex and the City, la grande Sex and the City. Marie, est-ce que tu peux nous résumer le pitch rapidement ? Sex and the City, c'est l'histoire de 4 trentenaires new-yorkaises célibataires. Et la série suit leur vie amoureuse et sexuelle pendant plusieurs saisons et donc pendant plusieurs années. Il y en a une qui s'appelle Carrie, qui est un peu l'héroïne parce que c'est elle qui narre l'action. Elle a une chronique dans un journal sur la sexualité. La grande question, ça a toujours été combien d'argent est-ce qu'elle gagne, parce qu'elle arrive à s'offrir des choses quand même très très chères. Et elle est amie en fait avec Charlotte qui travaille dans une galerie d'art et qui est un petit peu coincée et très tradie, mais en même temps pas si coincée que ça en vrai. Miranda qui est une avocate très pro, très cérébrale et très cynique, voilà. Et Samantha
Samantha, qui est une salope. Je crois qu'on peut le dire, mais avec toute l'affection, vraiment, voilà. Qui est la meilleure des salopes. Voilà, qui est une héroïne traînée qu'on adore. Et il faut dire que cette série a été inspirée par le livre de Candace Bushnell, qui elle-même était chroniqueuse et qui donc écrivait cette chronique Sex and the City. Donc c'est inspiré de ses écrits. Récemment, elle a fait une interview dans laquelle elle expliquait qu'à cette époque, quand elle écrivait et qu'elle était journaliste, elle gagnait $5,000 par mois pour une chronique. Et elle écrivait d'autres articles à côté. Donc, on a toujours pensé que c'était très irréaliste de voir que Carrie Bradshaw s'achète beaucoup de chaussures. Mais apparemment, à l'époque, les journalistes gagnaient mieux leur vie que nous aujourd'hui. Il faut préciser aussi que la série est disponible actuellement sur OCS. Et comme tu l'as dit, ce qui fait vraiment toute la saveur de la série et qui a sans doute contribué à son succès, c'est ces 4 personnages très archétypaux où tout de suite, déjà à l'époque, quand on était gamine, on se disait « Toi, t'es laquelle ? Est-ce que t'es plus Carrie ? Est-ce que t'es plus Miranda ?» Et encore aujourd'hui, on trouve des quiz sur Internet qui nous demandent à chaque fois quel personnage on est. Au final, je pense qu'on est toutes des composites de ces personnages-là parce qu'elles sont très, très archétypales, mais c'est vraiment marrant de s'identifier. D'ailleurs, je me demandais, parce que je t'ai pas posé la question, mais en fait, je connais un peu la réponse parce que je sais qu'il y a eu un processus d'identification par moment. Mais avec qui tu t'identifies le plus ? Moi, je m'identifie le plus à Samantha. À la salope, donc. Voilà. Non, mais parce que j'aime beaucoup son rapport très, très libre à la sexualité et à l'amour de manière générale et au célibat, puisque pendant la grande majorité de la série, Samantha refuse d'être en couple, ou en tout cas, c'est celle qui a le moins de rapports sérieux. Le moins ? Oui. Je suis du Sud, je dis le moins. Tu m'as jamais entendu dire le moins avant. Non, mais je pense que c'est parce que tu reviens de Toulouse, Anaïs, parce que tu le dis plus d'habitude. Là, je suis choquée. Ok, bah écoute, j'assume entièrement. Donc, c'est celle qui a le moins de rapports sérieux et stables dans la série. Et elle est plutôt, en mode, moi, je veux coucher. Elle dit, Just go out and have sex like a man. Je veux coucher comme un homme. Donc, sans m'attacher, sans sentiment. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais très libérateur quand moi, j'étais une jeune fille en devenir. Mais après, je m'identifie aussi, honnêtement, à toutes les 4 et aussi au cynisme de Miranda. Ouais. Et je pense qu'on rêvait toutes de dire qu'on était une Carrie. C'est pour ça que tu m'as fait rire tout à l'heure. Ah bon, moi, je pensais que c'était Samantha la plus... pour moi, au lycée, à l'époque où, tu vois, collège-lycée, où on ne couchait pas, en fait, on n'avait pas d'expérience avec la sexualité, on s'identifiait à Carrie parce que c'était l'héroïne, parce que c'était celle qui était la plus romantique et en même temps qui était journaliste et qui portait des talons hauts. Et je pense qu'elle est la moins idiosyncratique des 4. C'est-à-dire que les 3 autres, c'est vraiment, t'as la cynique, la coincée et la salope. Et on a Carrie au milieu qui est vraiment la fashionista, en fait. Moi, je me souviens qu'à l'époque du collège, quand on a toutes découvert cette série, on voulait toutes être une Carrie, quoi. Ah bon, moi, c'était pas mon souvenir, mais d'accord. Enfin, c'est juste que je m'identifie moins aux 3 autres. Mais en fait, j'adore dépenser de l'argent dans les fringues. D'où mon processus d'identification, mais ça s'arrête là, quoi. Comment t'as découvert la série, du coup ? Moi, c'était, je pense, comme énormément de personnes de notre génération, les vendredis soirs sur M6. Ma mère était endormie et donc je regardais la télé. J'étais tombée sur la série comme ça et je suis très vite devenue accro et c'est devenu un peu ma tradition et je riais tellement fort que parfois ça réveillait ma mère qui me demandait ce que je regardais. Et après, j'avais un peu honte parce que bon, j'avais 16 ans donc... Toi, tu l'as découverte comment ? Toi, t'avais... Moi, j'avais 8 ans. Voilà, c'est ça. Et je m'identifiais grave à Samantha. Non, quand la série est sortie, j'avais 8 ans, mais je l'ai découvert vraiment au début du collège, donc j'avais 11-12 ans. Comme toi, sur M6, quand mes parents étaient couchés, et c'était comme ça que toutes mes copines l'ont découvert aussi. Ça, je pense que ça a été l'expérience universelle de notre génération. C'était quand nos parents étaient couchés, parce que clairement, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de sexe dans cette série, et qui sont relativement graphiques, parce qu'on est sur HBO, donc on a de la nudité, on a des fucks, on a plein de choses. Et moi, en fait, jusqu'à récemment, c'était ma série préférée. C'est vraiment une série qui a été fondatrice pour moi parce que je l'ai découverte très jeune. Donc, ça fait partie des premières séries que j'ai vues adultes, après Dawson et compagnie, quoi. Et je me souviens d'ailleurs que quand je suis arrivée à Sciences Po, j'avais un prof que j'admire et je respecte beaucoup, qui écoute peut-être ce podcast, qui nous demandait quand on se présentait à chacun quelle était notre série préférée. Et j'avais dit Sex and the City et je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit, mais il s'était moqué de moi. Et ça m'avait beaucoup marqué. C'était pas une série qui était considérée comme respectable parce que c'était féminin, tout ça. Mais je pense que c'est la série que j'ai le plus vue de toute ma vie, même si depuis, j'ai eu d'autres séries préférées que j'ai découvertes. Mais vraiment, là, en revoyant la série, c'était vraiment un bonheur pour préparer cet épisode. Et je me suis rendu compte que je connais toutes les répliques par cœur, en fait. C'est vraiment affolant. Du coup, on a revu beaucoup d'épisodes pour préparer cet épisode de podcast, notamment le pilote. Qu'est-ce que t'en as pensé en le revoyant ?
Moi, je le trouve très bien, en fait. C'est marrant parce qu'il correspond pas vraiment à ce que la série est devenue après. Et il est très 90s. Et on sent tout de suite ce que la série essaie de faire. C'est-à-dire qu'il y a un regard un peu sociologique, en fait, où on sent que la série essaie de décrire un univers qui est le New York des années 90 chez des filles très tendance, des trentenaires un peu libérées, entre guillemets, mais qui sortent beaucoup, qui font toutes les ouvertures de resto, toutes les ouvertures de boîtes et qui sont obnubilées par leur vie sexuelle et sentimentale, mais qui la vivent aussi à travers leurs conversations entre elles. Et ça, on le sent dès le début. Après, ce qu'il y a dans l'épisode qui a moins après, enfin, ça a arrêté dans le courant de la saison 2, c'est qu'il y a des petits moments où on voit d'autres personnages parler directement à la caméra pour parler de certains phénomènes de dating ou de relations amoureuses. When you're a young guy in your 20s, women are controlling the relationships. By the time you're an eligible man in your 30s, you feel like you're being devoured by women. Suddenly, the guys are holding all the chips. I call it the mid-30s power flip. It's all about age and biology. I mean, if you want to get married, it's to have kids, right? And you don't want to do it with someone older than 35, because then you have to have kids right away, and that's about it. I think these women should just forget about marriage and have a good time. Ça a disparu après et je préfère quand ça n'est plus là. Mais en même temps, je comprends pourquoi ils ont essayé de le faire et je trouve que ça fonctionne aussi. Enfin, moi, je trouve que le premier épisode est bien. Et puis, il y a la première rencontre avec Big. Qui reste emblématique voilà, exactement. Qui est vraiment très bonne. C'est marrant parce que moi, un peu comme pour Buffy, j'ai souvent eu tendance au fil des années à dire que la première saison, on pouvait un peu la zapper, que c'était pas la meilleure parce qu'elle avait pas encore trouvé son ton. C'est vrai que la série a beaucoup évolué après. Mais là, en revoyant la saison 1, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ces passages-là que j'aimais pas trop avant, les micro-trottoirs dont tu parles, parce que c'est vraiment très, très, très mordant. Beaucoup plus que le reste de la série, globalement. Et je pense que c'est parce que c'est très inspiré de la chronique elle-même de Candace Bushnell. Et quand on la lit encore aujourd'hui, elle est vraiment... Enfin, c'est pas la Carrie Bradshaw telle qu'on s'en souvient aujourd'hui, qu'on voit un peu comme une héroïne un peu cucu. En fait, quand on lit Candace Bushnell aujourd'hui, elle a quand même pas mal de mordants, pas mal de répondants. Et les premiers épisodes de Sex and the City, notamment le pilote, je trouve qu'ils reflètent vraiment ça. Parce que, tu l'as dit, c'est aussi une satire du milieu mondain new-yorkais des années 90. Il y a toujours le nouveau resto, le nouveau bar qu'il faut tester, et c'est souvent des trucs complètement ridicules. Il y a des soirées BDSM. Voilà. Au lit, la soirée au lit. Ouais, voilà, exactement, où tout le monde doit s'asseoir dans un lit. Moi, le seul truc auquel j'ai pensé pendant cet épisode, c'était les punaises de lit, quoi. Je me suis dit, il n'y avait pas encore l'épidémie de punaises de lit à New York, parce qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Moi, tu ne me fais pas m'asseoir dans un lit. C'est clair. Dans un bar, dans une grande ville du monde. Et donc, il y a cet effet satire très important, je trouve, surtout dans les premières saisons, qu'on retrouve moins après, où on va vraiment se focaliser sur leur vie intime. Et c'est aussi beaucoup plus sérialisé après, alors qu'au début, c'est très, très épisodique, parce qu'on sait quasiment rien des personnages. C'est juste des archétypes. Et donc, chaque épisode va avoir un thème très précis qui va être illustré via la chronique de Carrie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours très bien illustré, et ça va même être très exagéré, mais voilà, ça va être un coup sur l'honnêteté, un coup sur la fidélité, des choses comme ça. Et chacune va à sa manière, que ce soit dans sa vie intime ou professionnelle, faire face à une problématique qui va illustrer ce thème. J'aime bien parce que c'est très anglais. C'est comme un bon article. Ouais, voilà, c'est ça. On peut bien ranger chaque épisode par thème, et ça me plaît. Ouais, je pense que ça a évolué parce que aussi, plus on connaît les personnages, plus on a envie de voir leur évolution aussi intime, et aussi parce qu'elles évoluent en termes d'âge. Et que forcément, elles vont avoir des trajectoires où, là, dans la première saison, elles ont toute une succession d'histoires assez rapides, en règle générale. Alors qu'après, il y a plus la question de se caser, avoir des enfants, des choses comme ça, qu'il n'y a pas trop dans la première saison encore. Même si Charlotte l'exprime parce qu'elle est obsédée par le mariage, mais elle est obsédée par le mariage depuis qu'elle a 12 ans, quoi. Donc... C'est marrant de voir aujourd'hui à quel point la série a perdu cette réputation assez révolutionnaire, parce qu'elle l'est vraiment à l'époque où elle sort. En 1998, on a 4 héroïnes qui parlent de sexe tout le temps, entre elles, de manière souvent assez crue, certaines plus que d'autres, Samantha plus que Charlotte par exemple, mais elles ont des conversations qui restent encore tabous, je pense même aujourd'hui, entre certaines femmes, et qu'il était encore plus à l'époque où la série est sortie. Il y a une scène très drôle où elles sont dans un taxi et Charlotte parle de sodomie parce que son mec lui a proposé de la sodomiser et elle a très peur. Et donc, elles se retrouvent toutes dans un taxi pour en parler. Et à un moment, le taxi pile accidentellement. Et elle dit, c'était quoi ça? Et il y a Samantha qui répond, ça, c'était un avant-goût. Front, back, who cares? A hole is a hole. I'm not a hole.
Honey, we know. Look, all I'm saying that this is a physical expression that the body was designed to experience. And P.S., it's fabulous. What are you talking about? I went to Smith. Look, I'm just saying, with the right guy and the right lubricant. What was that? A preview? Et il y a vraiment plein de moments comme ça qui sont géniaux, enfin moi qui me font encore mourir de rire aujourd'hui, et je trouve ça extrêmement libérateur, même encore aujourd'hui, alors que voilà, on a des discussions beaucoup plus poussées sur la sexualité dans les médias et dans la société. C'est hallucinant de voir à quel point la série reste moderne là-dessus. Enfin, je sais pas si toi tu l'as ressenti aussi, mais c'est complètement révolutionnaire la manière dont elle parle de sexualité. Oui, là, j'ai l'âge, en fait, des héroïnes. Enfin bon, j'ai 33 ans, donc j'ai l'âge qu'elles ont dans la saison 3, la saison 4. Et à l'époque, quand je regardais au lycée, j'étais complètement inexpérimentée. Il ne s'était rien passé dans ma vie, disons-le. Alors qu'aujourd'hui, forcément, je m'identifie beaucoup plus. À l'époque, c'était vraiment aspirationnel. C'est-à-dire que je regardais ça comme j'ai envie de vivre à New York, moi aussi. Et de me taper tous les plus beaux mecs d'Hollywood, parce que le nombre de guest stars, quand même, est assez hallucinant. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes qu'elles abordent ou d'expériences qu'elles peuvent avoir, que j'ai eu, ou des thèmes qui me parlent très directement. C'est assez frappant de regarder la série aujourd'hui parce que, pour moi, elle a très bien veillé au point de vue personnel. C'est-à-dire que je m'identifie beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque et je trouve qu'elle est toujours très, très pertinente. Je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est marrant, voire même bizarre, que j'ai revendiqué cette série comme ma série préférée de mes 12 à 20 ans, en fait, qui était une période où, effectivement, j'avais pas du tout l'expérience que j'ai maintenant dans les relations amoureuses et sexuelles. Et j'étais complètement fan à l'époque pour les mêmes raisons que toi. Et c'est vrai que maintenant, c'est très marrant de voir certains schémas qui se reproduisent chez les héroïnes parce qu'on a un petit peu plus de bouteilles. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est de voir à quel point elles expriment leur désir sexuel ouvertement. C'est-à-dire qu'on parle énormément à l'heure actuelle de male gaze et de la manière dont on objectifie les femmes tout le temps au cinéma, dans les séries. Et le fait qu'il y a un renversement qui s'opère de plus en plus aussi dans le cinéma féminin. Et c'est fou de voir dans cette série à quel point elles sont tout le temps en train d'objectifier les hommes, d'exprimer le désir, pas seulement amoureux, mais sexuel qu'elles ressentent pour eux. Voilà, de dire qu'il a des jolies fesses, ou Samantha qui compare le pénis des hommes à des moulins à poivre, enfin des trucs comme ça. C'est vraiment hyper marrant et encore aujourd'hui, je trouve ça très frais, alors que la série a plus de 20 ans. Ricky represents Mansion 53 and Lower Manhattan! I'd like to show him my Lower Manhattan. Ew. Look at his arms, they're huge. You know what they say? Big arms, big arms. Hello, 911. I'm on fire. Bon, forcément, vu que c'est sur 6 saisons, quand on explore des pratiques sexuelles et des événements amoureux et relationnels à chaque épisode, il y a aussi une diversité de pratiques, disons, qui sont couvertes, qui est assez frappante et assez incroyable avec le recul. C'est marrant parce que c'était toujours dans les conversations que j'ai pu avoir avec des amis sur des expériences personnelles. Souvent, quand on raconte une histoire qui nous est arrivée à nous, on est là, mais c'est comme dans cet épisode de Sex and the City, parce qu'en fait, elle couvre pratiquement tout, en fait. Puis il y a un côté très pédago où justement, en ayant découvert cette série, comme toute notre génération, assez jeune, moi, ça a été la première fois que je voyais des femmes se masturber ou parler de masturbation, que je voyais des femmes parler de vibromasseurs, par exemple. 50 years, men are going to be obsolete anyway. I mean, already you can't talk to them. You don't need them to have kids with. You don't even need them to have sex with anymore, as I've just very pleasantly discovered. Uh-oh, sounds like somebody just got their first vibrator. Not first. Ultimate. And I think I'm in love. Oh, please stop. This is so sad. Come on, I'm not going to replace a man with some battery-operated device. You say that, but you haven't met the rabbit. Oh, come on. If you're going to get a vibrator, at least get one called the horse. A vibrator does not call you on your birthday. A vibrator doesn't send you flowers the next day, and you cannot take a vibrator home to meet your mother. Well, I know where my next orgasm is coming from. Who here can say as much? C'était vraiment ma première exposition à quasiment tous les aspects de la sexualité. Et d'ailleurs, les ventes de vibromasseurs... Le rabbit, il y a tout un épisode autour du rabbit. Donc, c'est un god en forme de lapin. En fait, Charlotte devient complètement accro. Elle ne peut plus quitter son lit.
Et ça a fait exploser, mais c'est marrant parce que même quand j'ai emménagé à New York, c'était encore le best-seller dont toutes les filles parlaient. C'était le Rabbit, quoi, de Sex and the City, alors que c'était 15 ans après le début de la série. Oui, mais c'est vrai que ça reste culte. Et en fait, il y a tellement de moments, comme tu dis, qui sont restés cultes et qui, à mon avis, ont marqué plusieurs générations de femmes qui peuvent pointer un épisode et dire « Ah, mais ça, c'est exactement ça, en fait ». Et ce qui est intéressant, c'est que la série parle beaucoup de sexe, de manière très humoristique, mais il n'y a pas que ça. Elle parle aussi de VIH, elle parle aussi d'avortement, de ménopause, à travers notamment Samantha dans les dernières saisons. Et là, encore une fois, moi, pareil, c'était la première fois que je voyais ces sujets illustrés à la télé. Et la série, comme tu le dis, a pas toujours été très fine sur certains aspects, et notamment sur la sexualité queer au sens large. Oui, ça, c'est vraiment le gros point faible de la série. Il y a un épisode où Carrie sort avec un mec qui est bi, et en fait, c'est une succession de clichés biphobes où déjà, elle se sent très en insécurité avec lui parce qu'elle pense qu'il n'est pas vraiment bi, mais qu'il est secrètement gay, etc. Et elle pense que la bisexualité n'existe pas. He's a bisexual. When did this happen? When did the sexes get all confused? You know, I did the date the bisexual guy thing in college, but in the end, they all ended up with men. I'm not even sure bisexuality exists. I think it's just a layover on the way to Gay Town. Elle va à une soirée aussi où il est avec des amis où tout le monde est un peu fluide, disons. Ouais. Tout le monde se roule des pelles. Voilà, tout le monde se roule. Et elle est hyper gênée, surtout quand elle doit embrasser une fille, elle est complètement tétanisée. Et c'est marrant de voir ça parce que aujourd'hui, quand on voit Euphoria ou des séries qui abordent la sexualité d'un point de vue beaucoup plus moderne, c'est sûr que là, sur ces sujets-là, sur tout ce qui est queer, la série est complètement en décalage et a mal vieilli pour le coup. Ouais. Et surtout pour une chroniqueuse sexualité, c'est frappant de voir à quel point elle est mal à l'aise avec cet aspect-là de la sexualité. Mais au final, Carrie, c'est un peu la plus coincée de toutes. Hein. Ouais. C'est marrant parce que c'est la chroniqueuse sexo, mais en même temps, Charlotte, qui a l'air hyper coincée, au final, ne l'est pas du tout. Et Carrie, et même il y avait dans le contrat, en fait, Sarah Jessica Parker, c'était la seule qui avait refusé de montrer ses seins. Il y a beaucoup de nudité. On voit toutes les femmes de la série, on les voit nues à un moment, sauf Carrie, qui est la plus pudique, justement, à l'écran aussi, et même dans ses pratiques sexuelles, qui est pas du tout aventureuse au final. Non, clairement. Elle veut pas pisser sur John Slattery, alors que franchement, meuf... John Slattery, il peut demander ce qu'il veut, quoi. Bah voilà, c'est ça. Enfin, il te demande de ça, tu acceptes, quoi. Ah mais je sais pas, mais... Ce qui est le plus réussi, je pense, dans la série, en tout cas dans ces 3 premières saisons, c'est le tabou du célibat et à quel point elle arrive à le déconstruire. On voit encore aujourd'hui, en 2022, à quel point ça peut être dur à porter pour certaines femmes dans la trentaine de dire qu'elles veulent être célibataires, qu'elles aiment être célibataires et qu'on va tout le temps leur demander quand est-ce que tu vas te caser, etc. Est-ce que tu réfléchirais pas à faire un enfant? Et en fait, déjà en 1998, ce propos est extrêmement présent dans Sex and the City et on voit à quel point elles sont discriminées parfois parce qu'elles sont célibataires. Où on dit à Carrie, tu t'assois toute seule au comptoir parce que t'es avec personne. Ou Miranda, quand elle veut signer un bail pour acheter pour la première fois un appartement, on n'arrête pas de lui faire remarquer qu'elle est seule. Et on lui dit de cocher la case femme seule à chaque fois et elle trouve ça hyper humiliant. Il y a plein de moments comme ça qui nous rappellent qu'il y a une énorme pression mise sur les femmes pour se mettre en couple, qui n'est pas du tout mise sur les hommes d'ailleurs. Ce qui est intéressant, moi j'adore l'épisode, je l'ai revu hier, où Carrie va chez une amie qui a des enfants et l'amie lui demande de laisser ses chaussures à l'entrée. Et c'est des Manolo Blahnik, donc qui coûtent $475 en l'occurrence. Et en fait, elle se fait piquer les chaussures pendant la soirée et son amie n'est pas du tout compatissante, lui prête une paire de baskets et lui dit bon, c'est bon quoi. Et après, Carrie revient la voir un peu genre bon meuf, mes chaussures ont disparu quoi. Et elle lui dit bon, je vais les payer. Et Carrie lui dit c'est 475 et la meuf lui dit non mais t'as fait des choix dans ta vie, t'as choisi d'acheter ces chaussures, c'est ridicule, je vais pas payer 475. Et en fait, Carrie fait le calcul de toutes les choses qu'elle a payées à cette femme, c'est-à-dire son cadeau de fiançailles, son cadeau de mariage, le voyage de bachelorette, les cadeaux pour ses enfants, et elle se rend compte qu'elle a dépensé plus de $2000 pour cette femme qui, elle, ne veut pas lui payer des chaussures qu'elle a perdues chez elle. I did a little mental addition, and over the years I have bought Kira an engagement gift, a wedding gift, then there was the trip to Maine for the wedding, 3 baby gifts. In toto, I have spent over $2,300 celebrating her choices. And she is shaming me for spending a lousy $485 on myself? Yes, I did the math. But those were gifts. I mean, if you got married or had a child, she would spend the same on you. And if I don't ever get married or have a baby, what? I get bupkis? Donc elle lui fait
une annonce de mariage avec elle-même où elle dit que sa liste de cadeaux de mariage est chez Manolo Blahnik. Et son ami finit par lui acheter la paire de Manolo Blahnik. Mais rien que ça, c'est très intelligent. C'est un truc où il y a beaucoup d'articles qui sont écrits aujourd'hui sur ça, sur le poids financier d'être une femme célibataire ou d'être célibataire en général, où souvent quand on partage les frais avec un couple, le couple va représenter une part et la personne célibataire va représenter une part, alors que c'est pas équitable. Vivre seul, ça coûte plus cher. Vivre seul, ça coûte plus cher. Et aussi les événements de la vie où on va acheter un cadeau de mariage ou des choses comme ça. Quand on est célibataire, personne nous paye un robot à 400 €. Malheureusement, la série a abordé ça et de façon très marrante et intelligente à une époque où on parlait pas beaucoup de ça. Et même aujourd'hui encore, c'est des conversations qu'on continue à avoir. Donc elles sont encore pertinentes. Ouais, il y a un autre truc qui était assez iconoclaste, je pense, à l'époque, c'est ces 4 actrices qui sont toutes très belles et qui correspondent toutes quand même à des canons de beauté traditionnels à Hollywood, c'est-à-dire qu'elles sont toutes blanches, minces, grandes, valides, etc. Enfin, sauf Carrie qui est petite. Elle est petite, oui. Qu'on ne vienne pas me fact-checker, c'est bon, je sais que Sarah Jessica Parker est petite. Mais c'est quand même plus ou moins des femmes normales, je dis entre guillemets, qui n'ont pas des physiques de top modèles à Hollywood. Et ça, même encore aujourd'hui, c'est pas toujours le cas dans les séries. On a quand même des physiques très, très, très normées dans les séries, ou en tout cas pendant très longtemps, on en a eu. Et ces femmes-là, il y a quelque chose d'assez réconfortant dans le fait que même si elles sont très belles, elles ont une beauté qui paraît abordable, entre guillemets. Samantha, et c'est une bombe très clairement. Ouais. Je me souviens, moi, à l'époque, des moqueries contre Sarah Jessica Parker, qui était surnommée tête de cheval ou des choses comme ça, alors que moi, je la trouve hyper belle. Enfin, je trouve qu'elle a un charme incroyable. Mais c'est vrai qu'elle s'en est pris mais plein la tronche sur son physique, alors qu'elle est très charismatique, et c'est justement ça, et qu'elle attire énormément les hommes dans la série. C'est jamais une question, en fait, justement. Et je pense surtout Miranda est l'exemple le plus frappant de ça. Miranda est très belle, mais elle n'a pas le physique qu'on voit. Bon, déjà, ses coupes de cheveux, en règle générale, c'est des tragédies, en fait. Oui, elle a souvent les cheveux courts et puis elle est plus masculine. Elle est un peu plus butch aussi dans sa manière de s'habiller. Mais ce qui est ouf, c'est que moi, justement, en revoyant la saison 1, là, pour préparer l'épisode, je me disais, mais elle est canon. Mais vraiment, je trouve que c'est la plus belle des 4, en fait, quand je revois les épisodes aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi parce que maintenant, on sait en plus que Cynthia Nixon est lesbienne et que donc sa manière un peu plus butch de s'habiller dans la série venait peut-être pas de nulle part. Ouais, je trouve ça fou qu'on ait pu la considérer un peu comme la moche du groupe à l'époque. Personne ne voulait être Miranda, en fait. Ouais, c'est ça. Et Charlotte, parce qu'elle était coincée, mais c'est vrai qu'elle était, pour le coup, Charlotte est la plus traditionnellement féminine, avec les colliers de perles, voilà. Et d'ailleurs, la série a suscité de nombreuses critiques misogynes, pas seulement chez les gens qui regardaient, mais aussi carrément dans les médias, puisque en 1998, il y avait un critique du Washington Post qui avait dit que Sarah Jessica Parker, qui joue Carrie, ressemblait à un marché aux puces ambulant. C'est vrai par moments, ceci dit. Ouais, mais franchement, elle a trop de style. Ouais. Et que si elle est amoureuse de la caméra, elle ne l'aime pas. Ce qui n'est pas très sympa. Oui, il y avait aussi USA Today, donc c'était au moment de la sortie de la série, qui a dit peut-être que ces géniardes ne peuvent pas trouver des mecs géniaux parce qu'elles ne sont pas si géniales que ça elles-mêmes. Voilà. Sympa. Et le New York Times qui décrivait les 4 héroïnes comme des fées clochettes narcissiques, ce qui est aussi quand même très sexiste. Alors qu'en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est aussi 4 femmes de carrière. Et ça, on le voit pas souvent non plus à la télé. Elles ont toutes les 4 une carrière quand même assez impressionnante. Charlotte, elle est galeriste. Miranda, elle est avocate. Samantha, elle est publiciste. Et Carrie est journaliste. Bon, c'est celle qui galère le plus, qui est pigiste. Et d'ailleurs, c'est aussi celle qui a l'appart le plus pourri. Ouais. Mais voilà, qui se paye des chaussures très, très chères. Mais en même temps, même ça, en revoyant les épisodes aujourd'hui, je me disais, bon, certes, elle a un 2 pièces qui est grand, mais c'est pas non plus du super méga luxe, quoi. Elle s'assoit sur son lit pour dîner ou quand elle invite des gens. Enfin, on sent qu'elle a pas non plus un espace hyper... Tu t'identifie. Non, mais elle est... Non, mais je trouve que c'est plausible pour quelqu'un qui gagne $6 000 dans les années 90 à New York. Oui, bien sûr. D'avoir ce mode de vie-là qui est, voilà, on sent qu'elle a un peu parfois du mal avec les fins de mois et qu'elle préfère acheter des chaussures que se payer d'autres trucs pour son salon, par exemple, mais qu'elle vit bien, quoi. Oui, clairement. Peut-être que ce qu'il y a de plus révolutionnaire pour moi dans la série, même plus que le sexe, c'est la façon dont elle dépeint l'amitié féminine, qui a rarement été dépeinte de cette manière à l'écran, même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que même Girls ou des choses comme ça, dans Girls, elles sont toutes des pestes les unes envers les autres. Ouais. Là, vraiment, il y a même une scène où à un moment, elle parle d'âme sœur et de trouver l'âme sœur. Et Charlotte, qui est pourtant la plus romantique et la plus gnangnan de toutes, et qui rêve de trouver l'âme sœur, leur dit... Don't laugh at me, but maybe we could be each other's soulmates.
And then we could let men be just these great, nice guys to have fun with. Je suis peut-être ridicule, mais et si on arrêtait de chercher l'âme sœur chez les hommes et si on se disait juste que nos âmes sœurs, c'est nous 4, quoi. C'est très, très beau, je trouve. Ça me donne des frissons. non, mais enfin, c'est l'aspect le plus émouvant de la série parce qu'elles sont tout le temps, elles ont des petites disputes, elles ont des moments d'éloignement ou des choses comme ça, mais elles sont tout le temps là, les unes pour les autres. Et pour moi, c'est une des plus belles, voire la plus belle description de l'amitié féminine à la télé. Non, mais je suis complètement d'accord. Et pour moi, quand je pense aux moments de la série qui m'ont le plus marqué, ceux qui m'ont le plus traumatisé, la plupart, c'est des disputes entre elles. C'est quand Carrie et Miranda se prennent la tête aux fripes à cause de Big, ou quand elles se parlent plus en fait entre elles, ou quand elles se déçoivent mutuellement, ou quand Carrie, alors ça, bon, c'est très personnel, mais quand Carrie fête son anniversaire et que personne vient... Le cauchemar d'Anaïs. C'est mon pire cauchemar, mais elle attend toute seule à la table. Elle a réservé une table pour 12 et personne ne vient. Et pour moi, c'est le pire moment de la série. Et à côté de ça... Pour moi, les épisodes... Il y a un cancer dedans, mais Anaïs, son pire moment, c'est vraiment l'anniversaire où les gens personne. Et après, elle rentre et elle se fait harceler dans la rue par des mecs qui travaillent sur un chantier. Enfin bref, c'est horrible. Et les moments les plus beaux, pour moi, c'est les moments qu'elles traversent ensemble en tant qu'amies. C'est les moments de deuil. Quand Miranda, je crois, appelle Carrie parce que sa mère est décédée. Où il y a un moment vraiment... Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux moments de la série. Charlotte apprend qu'elle vient de faire une fausse couche. Ouais. Et elle doit se rendre à l'anniversaire de l'enfant de Miranda. Et au début, elle dit, je peux pas y aller. C'est vraiment pas possible. Et à la dernière minute, elle trouve le courage d'y aller et voilà, et elle chante Joyeux anniversaire avec le fils de Miranda. Et ce moment me fait pleurer à chaque fois parce que c'est une telle marque d'amitié. Et ces moments-là, pour moi, c'est les plus forts de toute la série. C'est quand elles se prouvent leur amitié l'une pour l'autre. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de sexe et d'amour dans la série, mais de voir qu'elles sont capables d'être là les unes pour les autres, alors qu'elles traversent tous ces gros changements, de se mettre en couple, de se marier, d'avoir des enfants, ce qui peut souvent éloigner des amis, elles arrivent toujours à trouver un moyen. Et même ça, elles en parlent, quoi. Le fait que Miranda s'éloigne un peu d'elle quand elle a un enfant, etc. Et ouais, je trouve que, comme tu le dis, encore aujourd'hui, il y a peu de séries qui ont abordé ça avec autant de finesse et de profondeur. Je crois qu'il faut qu'on précise un truc, parce qu'on parle de la série depuis tout à l'heure, on n'inclut pas les films et And Just Like That dans tout ce discours, parce que ça a un peu tout changé, même sur le rapport à l'argent ou des choses comme ça, et à l'amitié avec And Just Like That, qui va faire l'objet d'un autre épisode. Mais c'est vrai que ça change un peu tout. Mais dans ces 6 saisons, l'amitié est vraiment au cœur. Oui, après, il y a eu déjà vers la fin de la série un gros changement et la série est devenue quand même progressivement de plus en plus conservatrice dans sa représentation de l'amour et du couple. Elles finissent toutes en couple, en fait, le dernier épisode. Donc déjà, rien que ça... Voilà, et c'est vrai qu'à la fin, Carrie dit au final la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec soi-même. Mais au moment où elle dit ça, elle est en train de recevoir un appel de Big qui lui dit « J'ai vendu ma maison, je viens vivre avec toi. » John, tu veux dire, parce que c'est à ce moment-là on apprend son vrai prénom. Donc clairement, oui, il n'y en a aucune à la fin qui finit célibataire et qui est heureuse de l'être, même pas Samantha, qui au final s'est réformée, entre guillemets, en trouvant une relation sérieuse de couple. Et même si elle aime toujours autant le sexe, voilà, elle reste dans quelque chose de très conventionnel. Et on aurait pu attendre autre chose pour le personnage, mais je pense qu'il ne faut pas trop en demander non plus pour des séries qui ont défriché autant de sujets, c'est-à-dire que c'était la première à arriver sur ce sujet-là. Elle reste révolutionnaire encore aujourd'hui sur plein de thématiques, et donc elle n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, quoi. Oui, et puis je pense que l'image de la série aujourd'hui a vraiment été entachée par les films, qui, pour le coup, étaient... je me souviens, Mark Kermode, qui est mon critique ciné préféré, qui est anglais, avait dit, en voyant le premier film, il n'avait jamais vu la série, mais en voyant le premier film, il avait dit « ça dégouline de consumérisme », quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça. Mais il y a aussi, je pense, toute une vision hyper sexiste, en fait, sur cette série. C'est ce que tu dis sur le prof qui s'était moqué de toi. C'est-à-dire que c'était vu comme un objet totalement superficiel parce que c'était 4 femmes qui parlaient de sexe, parce que ça s'appelle Sex and the City, parce que elles sont obsédées de shopping et parce que leurs considérations, elles sont jamais en train de lire Proust, hein, ça c'est sûr. Il y a jamais... Du coup, ça a été très perçu comme quelque chose de futile. Oui, et aussi parce qu'il y a tout ce qui est féminin et léger, tout ce qui est féminin est trivial. Voilà, et puis parce qu'il y a eu toute une culture aussi, il faut le dire, autour de filles fans de Sex and the City. C'est même moqué dans Girls avec Shoshana. Ouais. C'est la plus timbrée, elle est assez touchante, mais elle est complètement superficielle et elle est insupportable. Et elle est obsédée par Sex and the City et elle veut vivre à New York pour Sex and the City. Elle a des posters partout de Sex and the City. Moi aussi, je voulais vivre à New York pour Sex and the City. C'est la raison pour laquelle je suis allée y vivre. Et la première fois que je suis allée à New York, je suis allée visiter l'appartement de Carrie, quoi. Mais non, mais du coup, il y a eu toute une culture autour de ça, surtout aux États-Unis. Il y a une énorme culture des filles de notre génération qui ont complètement été biberonnées à cette série
et qui s'imaginaient toute leur vie de dating comme les vies de Carrie, Samantha, Miranda et Charlotte. Toute cette culture a été un petit peu insupportable. À New York, il y a les Cupcakes Magnolia Bakery, qui est l'endroit où elle va chercher ses cupcakes, je crois, une fois. Oui, c'est vraiment pas un gros moment en plus dans la série. Non, mais il y a une file d'attente d'une demi-heure devant tous les Magnolia Bakery à cause de ça, quoi, à cause de cette série. Ouais, moi je croyais que c'était parce qu'ils étaient bons. Non, c'est vraiment ça qui a fait connaître la pâtisserie, et ces cupcakes-là. Et les macarons La Durée ont explosé au moment aussi de la sortie des 2 derniers épisodes. Bon, il y avait eu aussi Marie-Antoinette autour de la même... Mais il y a toute une culture autour qui est vraiment un peu cucu. Moi, j'avoue que je suis hyper coupable de ça. Enfin, je suis allée au café à Paris où elle boit son café, où elle mange avec le chien et tout. Le café La Durée à Madeleine. Mais du coup, je pense que toute cette image très rose, en fait, très féminine, fait que la série a été beaucoup critiquée. Et on a beaucoup négligé son réel impact et à quel point elle était révolutionnaire et à quel point elle pouvait être mordante et acide parce que justement, maintenant, elle est associée à cette image de frivolité, quoi. C'est quand même intéressant de voir que justement, tout le fandom qu'il peut y avoir autour, comme il est féminin, il est forcément considéré comme superficiel et creux, alors que à la même période, HBO est en train de développer vraiment sa marque de leader du monde des séries, notamment sur le câble, avec des séries qui sont très osées, avec de la sexualité, des jurons, du crime, etc. Et on a au même moment Oz, The Wire, Les Sopranos. Et ces séries-là, elles sont restées dans le panthéon des séries. On en parle toujours comme des plus grandes séries de tous les temps qui ont fait de HBO la chaîne qu'elle est aujourd'hui. Et on nommait souvent Sex and the City alors qu'elle arrive à la même période et que certes, elle parle plus aux femmes qu'aux hommes, mais en même temps, elle aborde aussi des sujets très crus et elle est aussi révolutionnaire dans son traitement. Et c'est fou de voir la différence de traitement entre les deux types de séries. C'est-à-dire que The Wire est resté et The Wire est révolutionnaire. Ne venez pas aussi m'embêter à dire que j'ai dit du mal de The Wire. Mais Sex and the City l'est autant, je pense. Et c'est fou de voir qu'il y en a quand même une qui est beaucoup plus mentionnée que l'autre, quoi. Oui, et puis parce qu'une est aussi à une formule un peu plus sitcom de 30 minutes, l'autre est plus longue et plus sérieuse, quoi, et plus masculine aussi, donc forcément est plus crédible. Mais c'est marrant, c'est le grand roman américain sous forme de série. Ce qui est marrant, c'est que par rapport à HBO, il y avait tout un truc sur Twitter qui circulait pendant des années sur le fait que qu'est-ce que c'est le générique que t'entends après l'ouverture HBO. Pendant des années, moi, ça a été Sex and the City. Parce que ma première expérience de HBO, ça a été ça. Après, ça a été un peu remplacé par Game of Thrones pendant quelques années parce que j'étais obsédée par Game of Thrones. Et en fait, quand tu lisais les commentaires sur Twitter, toutes les femmes disaient Sex and the City, quoi, parce que HBO était complètement associé à ça. Et puis, de toute façon, la nudité dans Sex and the City, elle n'aurait pas été possible sur une autre chaîne. Mais l'identité d'HBO... Et même toutes les conversations très crues sur la sexualité. Oui. Ça fait que parler de beat. Oui, et puis c'est très... le langage ne serait jamais passé sur une autre chaîne. Et l'identité que s'est créée HBO comme une chaîne en avance sur son temps, une chaîne subversive qui ose, c'est en grande partie aussi grâce à Sex and the City. D'ailleurs, la série a été créée par Darren Star et c'est marrant parce que Darren Star, c'est aussi le créateur de Melrose Place et Beverly Hills et c'est là qu'on voit toute la différence de HBO parce que c'est des séries qui n'ont pas du tout les mêmes contenus et c'était un peu le grand producteur télé des années 90-2000 et qui encore aujourd'hui a produit et a créé Emily in Paris, qui est un peu la descendante pour le coup assez futile de Sex and the City. Et donc clairement, on voit avec Sex and the City que c'est la série la plus osée de sa filmographie. Et c'est clairement parce que HBO voulait donner leur chance à des créateurs et voulait créer du contenu qui n'avait pas froid aux yeux et se démarquer à cette époque, à la fin des années 90, début des années 2000. L'héritage de la série aujourd'hui reste quand même important, même si elle n'est pas restée forcément dans les annales pour certains critiques masculins. À chaque fois qu'il y a une série chorale féminine qui sort à l'heure actuelle sur des amitiés entre femmes, on compare à Sex and the City. Ça a été le cas avec Girls que tu mentionnais. Ça a aussi été le cas avec Insecure, qui se passait, elle, à Los Angeles et qui faisait de Los Angeles un personnage un peu comme Sex and the City faisait de New York un personnage. Sauf que là, pour le coup, ça se focalisait sur un groupe de femmes noires. Mais les comparaisons ont été constantes. Et d'ailleurs, même avec le final d'Insecure, on a reparlé du final de Girls et du final de Sex and the City. Enfin, je pense que n'importe quelle série aujourd'hui sur l'amitié féminine sera obligatoirement comparée à celle-ci qui est venue en premier. L'exemple d'Insecure, ça souligne aussi les limites de Sex and the City. On en a parlé, c'est une série qui reste extrêmement blanche, aussi extrêmement privilégiée. Elles sont toutes richissimes quand même dedans, surtout après dans les films. C'est des personnages qui sont aussi hétéros, même si Samantha est un peu, elle dit je suis... I'm a trisexual. I'll try anything once.
À un moment, elle a une relation avec une femme, par exemple. Il n'y a pas ce questionnement sur le genre, il n'y a pas ce questionnement sur l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle en général. Elles ont des amis gays, mais c'est des hommes en général, et ça se limite à ça, quoi. Le traitement des rares personnages racisés dans la série est clairement gênant quand on le revoit aujourd'hui. Déjà, il y en a très peu, ce qui ne représente pas du tout le New York cosmopolite qu'on connaît. Et en plus, quand il y en a, quand c'est des hommes, ils sont sexualisés de manière très bizarre. Il y a un serveur pakistanais à un moment qui embrasse Samantha un soir où elle s'est fait larguer ou je sais pas quoi. Et elle est un peu en mode « t'es mignon, mais non pas trop, quoi ». Et il lui fait un peu pitié. Et il y a aussi le moment où Samantha sort avec un promoteur de soirée qui est noir et la sœur de ce mec commence à agresser Samantha physiquement, quoi, à se battre avec elle dans un club. Enfin, c'est un truc complètement cliché. Et ça fait partie des épisodes les plus difficiles à revoir aujourd'hui parce que c'est vraiment, ça passe pas du tout, quoi. Le final, t'en penses quoi aujourd'hui? Parce que je pense que sur tout ce côté, la progression de la série qui est devenue de plus en plus conservatrice, moi j'avoue que le final, parfois j'ai encore un peu du mal avec certains aspects. Alors, le final, c'est un final en 2 parties qui se déroule en grande partie à Paris. C'est marrant parce que moi, longtemps, ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel, le côté américaine à Paris. Cette partie, je la trouve plus touchante qu'autre chose. Je pense qu'elle n'aurait pas dû finir avec Big. Je pense aussi que Samantha n'aurait peut-être pas dû finir avec Gérard, là, ou je sais pas quoi. Ils ont pas du tout pris de risque pour le final, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les points sur les i, mis tous les traits sur les t. Il y a tout qui est très propre et ça se termine exactement comme une comédie romantique devrait se terminer. C'est-à-dire que chaque personnage trouve un équilibre. Charlotte a l'enfant qu'elle voulait, Miranda a une vie de famille équilibrée et elle apprend aussi à autant donner à Steve et à autant l'aimer qu'il l'aime elle. C'est un peu facile. Même si c'est agréable aussi. Moi, je suis contente de les voir heureuses, mais... Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'elles finissent toutes en couple. Mais à côté de ça, je trouve aussi très beau, justement, le fait qu'il montre d'autres formes d'amour, notamment l'amour de Charlotte pour un enfant qu'elle va adopter, alors qu'en plus, c'était pas évident pour elle au début. Oui. Les scènes où Miranda s'occupe de la mère de Steve, qui est atteinte d'Alzheimer, me touchent beaucoup. Sans doute plus aujourd'hui qu'à l'époque aussi où je les avais découvertes, mais parce que ça montre aussi effectivement qu'il n'y a pas que l'amour de couple. Enfin, je trouve que le final fonctionne très bien, enfin, surtout la deuxième partie, le deuxième épisode, avec ce montage sur MC Solar, La Belle et le Bad Boy. C'est cultissime, en fait. Enfin, on est obligé d'en parler. Carrie a déménagé à Paris et a abandonné sa carrière pour être en couple avec le Russe, Alexandre Petrovski. Joué par Mikhail Baryshnikov, un ancien danseur étoile russe qui était passé à l'Ouest. Et qui est très beau. Oui, qui est très beau et très charismatique. Mais il n'est pas du tout fait pour elle et elle s'en rend compte une fois qu'elle est à Paris. Et à côté de ça, Big est recruté par les 3 copines de Carrie qui lui disent « va la chercher, va la sauver ». Ça fonctionne pas du tout. Zéro crédibilité. Voilà. T'imagines, enfin, je suis en train d'imaginer, moi, aller chercher certains de tes ex ou toi certains des miens pour lui dire vas-y. C'est clair. Je pense que ça pourrait marcher. Mais surtout, enfin, on n'y croit pas une seule seconde parce que ses amis se sont toujours plutôt méfiés de Big, qui a quand même fait la vie dure à Carrie pendant toute la série. Mais je trouve qu'à la fin, ça fonctionne hyper bien. Enfin, moi, à chaque fois que je revois le final, je suis contente que Big arrive. Il y a une alchimie, en fait, entre les 2 acteurs qui est extrêmement puissante, entre Chris Noss et Sarah Jessica Parker. How did you even get here? It took me a really long time to get here. But I'm here. Carrie, you're the one. Kiss me, you big crybaby. Et donc tout de suite, on comprend qu'elle est mieux avec lui qu'elle n'est avec Alexandre Petrovski. Et voilà, quand elle décide de s'enfuir du musée et qu'elle court dans les rues de Paris la nuit avec la musique de MC Solar, moi je trouve que c'est un super montage. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment un super moment. Et je trouve que c'est un bon final. Toutes les Américaines que je connais sont fans de cette chanson. Mais je pense que toi, tu as eu aussi peut-être un peu l'esprit pollué par toutes les Américaines fans de la série. Mais moi, je me souviens que j'avais adoré ce final. Et encore, en le revoyant aujourd'hui, je trouve que narrativement, il fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il est très rythmé, qu'on a envie de suivre un peu toute l'évolution.
et qu'à la fin, on est content que Carrie revienne à New York parce que c'est quand même risqué pour le coup de faire le final d'une série dans un lieu qui n'a rien à voir avec toute la série et toute l'identité de la série. C'est-à-dire que Sex and the City, c'est New York. Et là, on délocalise la série pendant les 2 derniers épisodes. Et donc, je trouve que ça fonctionne très bien de la ramener à New York à la fin et aussi de finir sur les 4 filles qui brunchent ensemble et le moment où elles crient quand Carrie arrive et qu'elle retrouve ses copines. Moi, c'est un moment qui m'émeut énormément. C'est marrant parce que justement, je trouve que quand elle est à Paris, elle m'énerve en fait parce que justement, mais elle m'énerve comme elle l'énerve les personnages parisiens parce qu'elle est tellement américaine. Alors que dès qu'elle est à Elle New parle York, bien français quand même. Moi, Oui, elle j'étais parle bien. impressionnée. elle est tellement genre surenthousiaste pour tout. Et en même temps, tu sens qu'il y a une profonde détresse qui C'est clair. La derrière pauvre. cet enthousiasme. Mais du coup, il y a un truc où dès qu'elle revient à New York, t'es là, ah, elle est dans son élément et là, je l'aime bien. Ça, je trouve que la série l'explore assez bien dans le dernier épisode, justement. Ouais. On va finir l'épisode avec une petite succession d'appréciations sur différents éléments de la série. Déjà, c'est quoi ton épisode préféré ? Je pense pas que ce soit un épisode culte du tout, mais c'est le premier épisode de la saison 3 où elles vont toutes à Staten Island. C'est le tien aussi. C'est pour ça qu'on est meilleures amies. J'adore cet épisode, c'est celui Moi que je aussi. revois le plus souvent. Moi aussi. Elles vont toutes à Staten Island, donc c'est un peu de l'aventure pour elles. C'est vrai que c'est horrible d'aller à Staten Island. Et elles y vont pour l'élection, en fait, d'un Mister Pompier. Carrie fait partie du jury parce que c'est une petite célébrité locale. Déjà, dans le jury, il y a donc John Slattery qui joue un homme politique local. Bon, John Slattery qui jouait aussi Roger dans Mad Men. Qui est très sexy. Extrêmement sexy. C'est un Silver Fox comme jamais aucun autre Silver Fox a été un Silver Fox avant. C'est clair. Et il la drague d'une façon mais tellement smooth, c'est parfait quoi. So, which district do you vote in? Whichever one is near Barney's. Are you saying you've never voted in New York City? You are correct, Mr. President. Well, what's your address? Official government purposes, I can tell you your district. Officially, it's 245 East 73rd Street. District 23. Same as mine. I'm at Madison and 82nd. Fancy. I thought all honest politicians lived in small studios and ate beans out of cans. I'm not a fan of the beans. So can I get your phone number? Government purposes only. Et en plus, j'adore en fait, à un moment elles sont sur la piste de danse et c'est Charlotte qui danse comme une folle. En fait, Charlotte est bourrée parce qu'elle a bu un Staten Island Iced Tea et qui mime les paroles de la chanson. C'est génial, moi, c'est une de mes scènes préférées. Ouais, moi aussi, j'adore. vraiment, ça me remplit de joie en fait. J'ai Moi aussi. un sourire, mais d'une oreille à l'autre. Et j'adore C'est cet fou. épisode. Même la deuxième partie de l'épisode où elles sont de retour à Manhattan est vraiment bien parce qu'il continue à lui faire un peu la cour et tout. C'est vraiment un épisode parfait du début à la fin qui me donne tellement de joie en fait. Mais je suis complètement d'accord, c'est fou, mais vraiment, je valide à 100% et c'est aussi celui que je revois le plus souvent. Il y en a un autre, du coup, que je vais citer puisque tu as cité mon préféré, mais le deuxième préféré que je regarde pour me remonter le moral, c'est l'épisode du post-it. Ah oui, bah je l'ai revu aussi. Hein. Ouais, parce que vraiment, en gros, c'est celui où Burger, le petit ami de Carrie, un des pires petits amis de Carrie, la largue par post-it. C'est hyper tragique, mais c'est hyper drôle, en fait, pendant tout l'épisode. Et à la fin, elles sont toutes défoncées, en fait. Elles fument un joint parce qu'elles se disent, c'est bon, j'en ai marre, je veux me changer les idées. Et donc, elles sont toutes en train de manger un milkshake ou je sais pas quoi dans un restaurant. D'habitude, on les voit bruncher la journée. Et là, c'est le soir où, en fait, après leur soirée, elles sont toutes en train de se taper un fou rire autour d'un milkshake parce qu'elles ont trop fumé. Okay, I know what I learned from my burger relationship. Wait a minute, I just had it. What? Oh, I think I've had enough. My jeans just popped. Et pareil, comme tu dis, ça me remplit de joie à chaque fois. Et surtout de voir Carrie qui a le cœur brisé et qui retrouve ses meilleures copines et qui arrive à oublier ça. Ça fait vraiment énormément de bien. Est-ce que tu as une scène ou une réplique préférée ? Une scène, alors c'est marrant parce que je ne l'ai pas revue récemment. Je crois que c'est celle où Samantha se teint les poils Bozo du la pubis. touffe. Et c'est Bozo la touffe. C'est le titre de l'épisode en français. Je me souviens que ça m'avait fait tellement rire et jusqu'à aujourd'hui ça me fait beaucoup rire. Mais en fait je pense que ma scène préférée en vrai c'est celle de Charlotte qui danse dans l'épisode à Staten Island. C'est quoi toi ta scène préférée ? Moi je vais choisir une scène plutôt émouvante. C'est quand
Carrie et Aidan se séparent parce qu'elle lui avoue qu'elle l'a trompé. Et c'est pendant le mariage de Charlotte, ou juste avant le mariage de Charlotte. Et donc, il va la retrouver alors qu'elle est sur le point de prendre des photos sur les marches de l'église avec Charlotte parce qu'elle est demoiselle d'honneur. Et la scène de rupture est très douloureuse. Voilà, elle regrette de lui avoir dit, parce qu'il lui dit « je pourrai jamais oublier ça » et « désolée, j'aimerais pouvoir passer outre, mais je peux pas ». Et on l'appelle et là, elle sèche ses larmes et elle va retrouver ses meilleurs amis pour faire la photo. Et pour moi, c'est un des moments les plus touchants dont je parlais tout à l'heure, où c'est vraiment leur amitié qui prime sur le reste, y compris sur les peines de cœur. Et je trouve ça très, très beau. Mais après, les scènes dont on a parlé aussi, et notamment quand Burger la largue sur post-it, c'est très haut dans ma liste. C'est quoi ta réplique préférée? En fait, c'est Samantha qui a les meilleures répliques pour moi. Oui. Mais j'aime beaucoup Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. baise-moi mal une fois, honte à toi, baise-moi mal 2 fois, honte à moi. Et bon, c'est du grand Samantha. Toi, c'est quoi? Excellent. Justement, j'arrivais pas à choisir entre toutes les répliques un peu mordantes des filles. Et du coup, c'est un moment et une réplique que j'adore et que je cite souvent. C'est quand elle rencontre Alexandre Petrovski. Leur couple marche pas du tout après, mais j'adore l'épisode de leur rencontre. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et en c'est fait, avec la meuf qui bouge pas, là, l'artiste. C'est ça. En fait, elle va voir une exposition qui est du performance art. Et c'est une meuf qui dit que pendant plusieurs jours, elle va pas manger, pas boire, pas dormir. Et elle se moque de ça parce qu'elle trouve ça complètement ridicule. Et lui, Petrovski, c'est un artiste. Et il a un accent russe très fort. Et elle commence à faire des blagues sur l'exposition qu'elle vient de voir. Et il lui dit « You are comic ». Et ça me fait toujours mourir de rire parce qu'en fait, lui, il a aucun humour. Et à la fin, elle le retrouve à la Russian Tea Room. Et donc, elle le retrouve très tard le soir et elle lui dit « Non, mais vous avez aucun humour, vous pouvez pas me faire une blague ». Et il lui propose de mettre une banane dans son sac à main. Et après, il lui dit « There is banana in your purse, or you're just very happy to see me. » C'est une banane dans votre sac à main ou vous êtes juste contente de me voir? Et c'est une blague absolument pourrie, mais ça me fait vraiment mourir de rire. Donc voilà, j'adore la rencontre entre Alexandre Petrovski et Carrie. La série a aussi un rapport très particulier à la mode. Il y a eu des centaines d'articles écrits sur la mode dans Sex and the City et notamment sur les tenues de Carrie Bradshaw qui étaient très avant-gardistes, voire parfois complètement ridicules. C'est quoi ta tenue préférée? Moi, c'est plus son look au début, dans les premières saisons, mais c'est parce que je préfère les années 90 aux années 2000, je pense, au niveau du look. Et alors, il y en a 2. Il y a la robe nue, en fait. C'était la tienne. La naked dress. Naked dress, c'est une robe toute fine, beige. Enfin bon, Carrie est gaulée. Comme une déesse. Une déesse, vraiment. Et en fait, c'est sa première date avec Big. Et elle met cette robe qui laisse tout deviner, disons, mais qui est vraiment magnifique. J'adore cette robe, elle est d'un sexy, c'est incroyable. Et c'est celle qu'elle porte sur l'affiche qui est sur le bus dans le générique. Et après, je sais que beaucoup de gens aiment les tutus, moi c'est pas du tout mon truc. L'autre robe que j'adore, c'est dans la saison 2, je crois que c'est dans l'épisode 5. C'est juste un petit moment, mais elle a une robe gris anthracite très moulante, un peu tank top, qui est courte et qui apporte avec des lunettes de soleil aviateur Ray-Ban et avec ses cheveux bouclés comme ça, elle est magnifique, quoi. Enfin, c'est une bombe. Toi, c'est quoi? Ces deux-là, ça fait partie de mes préférés aussi parce que pour toutes les tenues complètement barjo qu'elle a portées, en fait, elle est tellement bien foutue, comme tu dis, et elle a juste tellement un look avec ses cheveux bouclés que plus elle porte quelque chose de simple, plus elle est canon, je trouve. Et j'adore quand elle porte ses lunettes aviateurs et quand elles sont au match de baseball, qu'elle a ses lunettes aviateurs et son gros manteau de fourrure. En fait, elle a vraiment la classe, je trouve, quand elle est un peu plus masculine. Parce que ça s'est perdu dans les saisons d'après, mais au début, elle les grands tutus, les trucs avec les motifs, les grosses fleurs, ça, c'est pas mon truc. En fait, elle fait vraiment très dame après et elle est très féminine, alors qu'au début, on sent vraiment le côté hit girl new-yorkaise des années 90 où elle a un tranchant quand même, quoi. Et elle s'habille parfois de manière un peu punk. Et je préfère cette Carrie-là où même quand elle porte un boxer à un moment chez elle, elle est en train de danser dans une grosse culotte, enfin un peu boxer. Et je trouve que, je sais pas, elle est beaucoup plus cool quand elle est masculine. Quand elle est avec l'homme politique, justement, elle s'habille aussi, elle s'achète un trench Alston vintage et elle est très très chic. Ouais. Donc, mais je dois avouer que pour moi, les plus grands moments quand j'étais plus jeune, niveau tenue, c'était la robe Oscar de la Renta que Alexandre Petrovski lui offre pour aller à l'opéra, parce qu'en plus, elle lui en avait parlé avant et elle reçoit une grande boîte et tout est hyper bien emballé et ça, enfin, c'est un fantasme en fait de princesse un peu, quoi. Et aussi toutes les tenues qu'elle porte à Paris dans le final. Encore une fois, des talons hauts et des grandes robes à pois, tout ça, c'est surféminin, mais j'adore.
Question très compliquée. À ton avis, qui est le meilleur petit ami de Sex and the City ? Bon, c'est Steve. Je pense très clairement en termes de rapport qualitatif. C'est-à-dire que déjà, il est mignon et je pense qu'à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais il est vraiment très mignon. Ouais. En plus, c'est un très bon coup, de toute évidence. Et en plus, c'est un mec bien, il est gentil. Après, je sais pas si j'aurais grand-chose à lui raconter, honnêtement, parce qu'il est un peu basique, quoi. Mais il est très gentil et c'est un mec vraiment... C'est un bon petit ami, quoi. Le mec de Charlotte aussi, son mari, est un très bon mari. Harry Goldenblatt. Voilà, mais pas trop mon style. Mais c'est pas trop son style non plus et c'est un peu toute l'idée du couple, quoi. Mais vraiment, Steve, je pense que c'est le plus quali. Toi, c'est qui ? Clairement, j'ai toujours été Team Steve et on s'est souvent moqué de moi parce que j'étais Team Steve, mais pour moi, c'est le meilleur de tous. C'est le plus sexy, sympa, attentionné, marrant. Il a quand même de la personnalité. Oui, c'est vrai. Il remet Miranda en place quand il faut le faire. Vraiment, il a tout, Steve. Il est parfait. Et le pire, c'est qui ? Pour moi, c'est Burger. Ouais, moi aussi. Parce que la rupture par post-it, c'est vraiment pas possible. Il était un peu imbu de lui-même, il était vraiment pas... Ouais, voilà. Mais après, il y en a plein aussi dans les coups d'un soir qui sont absolument atroces. Mais il y en a aussi des tellement beaux. Enfin, il y a Justin Theroux, par exemple, qui est hyper sexy, mais qui a un rôle pas très flatteur puisqu'il est hyper névrosé du sexe. Parce que toute sa famille parle de sexe tout le temps et donc il est hyper coincé avec Carrie. Et le pire dans les coups d'un soir, c'est le mec qui joue de la basse. C'est un musicien de jazz qui couche avec Carrie et il joue de la basse avec le corps de Carrie. Oui, c'est horrible. Il est horrible et il lui fait pou. C'est un cauchemar ce mec, mais vraiment c'est le pire du pire du pire. Est-ce que tu es Team Big ou Team Aidan ? Je vais énerver plein de gens parce que je sais que Big... Bon, Chris North, en plus, pour le coup, a des affaires au cul, mais j'omets ça, je parle juste du personnage. Big est un gros connard, mais qu'est-ce qu'il est sexy. Et Aidan, pour moi, ne me fait absolument rien, quoi. Enfin, pour moi, c'est une grande montagne de rien du tout, quoi. Enfin, je le trouve... vraiment, je le trouve inintéressant. J'ai aucune affection pour Aidan. Après, honnêtement, je pense qu'elle aurait dû finir ni avec l'un, ni avec l'autre. Hein. Elle aurait dû se trouver quelqu'un d'autre d'un peu mieux et qui ne soit pas foutu de sa gueule pendant 6 saisons. Et Aidan, très clairement, elle s'emmerdait un peu avec lui. Je suis d'accord. Moi, c'est marrant. J'étais team Aidan pendant toute ma jeunesse, donc évidemment. La période où j'étais fan de Sex and the City, mais c'est un peu comme Legolas que je kiffais quand j'étais jeune et maintenant je kiffe Aragorn. Voilà. Avant, je kiffais Aidan, maintenant je kiffe Big parce qu'il y en a un, effectivement, qui est un peu plus plat et qui est un peu plus midiné aussi, qu'on préfère quand on est plus jeune, je pense. Mais je trouve quand même que Aidan, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon petit ami. Le problème, c'est qu'il va pas avec elle et qu'il est trop moralisateur. En gros, il fait tout bien et il veut la changer. Il veut qu'elle arrête de fumer, il veut qu'elle arrête d'être un peu faux-folle comme elle l'est. Et Big, l'avantage, c'est qu'il a jamais cherché à changer Carrie. Il s'est mal comporté avec elle, mais il l'accepte comme elle est. Donc, je pense que je suis un peu team Big aussi. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Salut! PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.